Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit de Résilience. Le 15 avril est un jour marqué d'un sceau tragique, celui d'une maison de Dieu qui prit feu le lendemain du dimanche des Rameaux. L'incendie qui a pris dans les combles a eu raison des 800 ans d'histoire et des 1000 mètres carrés de toiture. Une enquête est en cours, mais ce qu'on sait déjà, c'est que les toits de la cathédrale de Notre-Dame étaient déjà en travaux de rénovation depuis l'été 2018, que les toits étaient très difficiles d'accès et cernés d'échafaudage. Il y avait 5 entreprises qui intervenaient sur le site avec une trentaine d'employés, dont 15 qui étaient présents le jour du drame. D'après les premiers éléments, une première alerte a été donnée à 18h20. Il s'en est suivi une procédure de levée de doute car aucun départ de feu n'avait été constaté. Puis, à 18h43, une deuxième alerte a été donnée et la charpente était déjà aux prises des flammes. En théorie, il n'y avait déjà plus d'ouvriers présents sur le site depuis plus d'une heure. Selon les pompiers, le feu serait parti des échafaudages installés sur le toit. Mais une voisine de la cathédrale affirme, photo à l'appui, qu'elle avait vu de la fumée sortir de quelques tuiles, montrant que l'incendie avait commencé à l'intérieur. Une femme participant à la messe avait affirmé avoir entendu un bruit vers 18h30 avant la deuxième alerte. La messe a été interrompue et la cathédrale évacuée. Les pompiers se battront toute la nuit contre les flammes. Et les témoins directs se rappelleront toujours de la flèche plongeant dans le ventre rougeoyant de l'édifice. Mais qu'on se rassure, la structure de la cathédrale est sauvée et préservée dans sa globalité. Se posent alors les questions. Comment est-ce qu'un incendie d'une telle ampleur a-t-il pu avoir lieu? L'ancien architecte chargé de Notre-Dame de 2000 à 2013, Benjamin Mouton, affirme pourtant que la cathédrale avait un très bon niveau de protection incendie. Une enquête préliminaire a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. Pour Amy Hetz, le procureur de Paris, rien ne va dans le sens d'un acte volontaire. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Les décodeurs du journal Le Monde ont mis leur grain de sel en stigmatisant les propos de certaines personnalités qui voyaient dans ce désastre un possible acte de terrorisme. Mais quand on va très vite conclure que l'incendie est dû à un accident alors que les flammes continuent de brûler, tout un chacun peut se poser des questions derrière cet empressement. Surtout quand on sait qu'à 20 minutes d'intervalle entre les deux alertes, le feu a brusquement démarré et a pris sous les combles sans espoir de le maîtriser. Les décodeurs accusent donc ces personnes de propager des idées complotistes sans apporter de preuves, alors qu'ils croient aveuglément la piste de l'accident, piste privilégiée par la police, sans pour autant apporter aucune preuve. À ce stade de l'enquête, toutes les pistes sont à considérer. Dans tous les cas, les combles ont été largement détruits, malheureusement. Il n'y a donc que très peu d'espoir de retrouver des preuves matérielles. Quoi qu'il en soit, les pompiers et les policiers doivent prendre leur temps afin de déterminer les origines de cet incendie. Je pense personnellement que des experts issus de la société civile devraient recouper les informations et mener une enquête indépendante afin de s'assurer que les services publics effectuent une enquête irréprochable. L'État français est propriétaire de toutes les cathédrales construites avant 1905, ce qui fait qu'elle en possède 83 sur les 93 présentes en France. Depuis 1889, l'État n'assure plus ses biens contre l'incendie auprès des compagnies privées. À l'époque, on avait jugé que les primes d'assurance dépassaient de beaucoup la somme des indemnités que l'on pourrait toucher en cas de sinistre. Après les tempêtes de 99, en 2001, le rapport Lothar et Martin avait conclu que cet argument n'était plus pertinent, mais le gouvernement ne les a pas écoutés. L'État étant son propre assureur, cela veut dire que Notre-Dame n'était pas assurée. Les coûts de reconstruction reviendraient à plus d'1 milliard d'euros et seront payés par les contribuables. Répondant à Macron, qui disait vouloir reconstruire Notre-Dame, en l'espace d'1 ou 2 jours, des promesses de dons affluent de toute la France et pas que. Les familles Arnaud, Bettencourt, Pinault, Decaux, Bouygues, Pouyanné et de la Charrière promettent à elles seules 640 millions d'euros.
La mairie de Paris en a débloqué 50 millions et la région Île-de-France 10. Sur les autres plateformes comme GoFundMe, des campagnes de collecte de dons se multiplient. La Fondation du patrimoine, un des 4 organismes collectant les dons, a déjà recensé plus de 144 millions d'euros de donations. En tout, les promesses de dons dépasseraient le 1 milliard d'euros. Un tel élan de générosité donne quand même du baume au cœur à ces millions de personnes qui pleurent encore cette tragédie. Mais déjà des langues de pute se lèvent pour fustiger cette fausse main tendue des riches. La loi sur le mécénat, votée en 2003, permet en effet une réduction des impôts pour toute personne ou entreprise qui entend contribuer à la culture et au patrimoine de France. Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et auteur de la loi sur le mécénat, propose de faire de Notre-Dame un trésor national. Cela permettrait de défiscaliser des dons versés à la reconstruction à hauteur de 90%, plafonné à 50% du montant de l'impôt sur les sociétés. Le problème est que les trésors nationaux ne sont que des biens culturels non immobiliers qui représentent entre autres un intérêt majeur pour le patrimoine national pour des raisons historiques, artistiques ou archéologiques. Cela concerne entre autres des tableaux ou des archives. Sa proposition est d'introduire dans le Trésor national certaines œuvres immobilières, comme par exemple Notre-Dame, ce qu'exclut le gouvernement. Pourquoi ? Eh bien parce que le mécénat coûte 900 millions d'euros à l'État. Cette somme, qui ne va pas dans le budget, part dans les expositions, les musées et le patrimoine. Malheureusement, pour les amoureux de la vraie France et de ses pierres, les fonds attribués à la culture partent principalement dans des expositions d'art contemporain à 2 balles et dans les musées plutôt que dans la charpente de Notre-Dame. Il faut préciser ici que les travaux de rénovation des combles étaient loin d'être financés, que les autres églises de la capitale sont en besoin cruel de rénovation, que bon nombre d'églises sont constamment pillées, saccagées ou, faute d'entretien, en ruine et détruites pour y faire couler un parking ou je ne sais quoi d'utilité publique. C'est dommage, mais il a fallu que Notre-Dame brûle pour que cette hypocrisie finisse par éclater. Les politiciens se lèvent et font éclater leurs émotions, alors que ce sont ces mêmes personnes qui ne débloquent pas plus de fonds pour maintenir notre patrimoine national. Ou peut-être font-ils des choix calculés. Quand par exemple il fallait rénover la maison de Victor Hugo à Guernesey, la mairie de Paris, propriétaire du bien, disait ne pas avoir l'argent. Pinault avait donné 3 millions sur les 3,6 millions nécessaires afin de réparer les fuites. Et d'un coup, quand Notre-Dame brûle, Hidalgo débloque d'on ne sait où 50 millions d'euros. Ce désastre, s'il peut nous donner une leçon, nous montre l'état pitoyable de la gestion du patrimoine français. Le musée du Louvre a-t-il réellement besoin de piller les trésors de l'Égypte ancienne alors que nos édifices historiques s'écroulent ? Les mairies ont-elles réellement besoin de financer de l'art moderne qui ne vaudrait rien s'il entrait en compétition avec les artistes de Montmartre ? À choisir entre restaurer les édifices qui témoignent des prouesses architecturales de la France et cette merde qu'on appelle art moderne, mon cœur n'hésiterait pas une seule seconde. Si Julia Gagé avait un peu de cervelle, elle ne cracherait pas au visage des riches, car leur permettre de faire des dons en les remerciant bien volontiers et en flattant leur ego, c'est comme ça que tu les aides à maintenir leur argent en France et non pas dans des sociétés offshore. C'est comme ça que les riches aiment être généreux. Et si cela nous permet à nous de dégager des fonds que les Français auraient à payer afin d'allouer des sommes à des buts plus sociaux, tu verrais que les choses iraient déjà beaucoup mieux. Les Français et les cathos auraient leurs églises et leurs monuments et l'État aurait de l'argent à allouer autre part. L'argent resterait en France et ferait tourner l'économie. Les catholiques, qui se sentaient délaissés du reste de la population, notamment après la loi sur le mariage homo et plus récemment avec les scandales de pédophilie qui éclaboussent le catholicisme dans son ensemble, sentent que la France s'unit un peu à son passé chrétien. Mais c'est sans compter sur Manon Aubry de la France Insoumise qui, en bonne femme de gauche, nous dit que la religiosité de Notre-Dame n'est qu'une partie de ses racines. Notre-Dame, comme toutes les églises de France, font partie du patrimoine intemporel chrétien de la France. La civilisation française, la politique française, la philosophie française sont imprégnées de fibres chrétiennes. Alors, quand Jupiter veut rassembler les Français autour de ce drame en employant un vocabulaire religieux, il faudrait rappeler que cela fait depuis des années maintenant que la chrétienté dans son ensemble,
Les pratiquants et les symboles étaient tournés en ridicule par les idiots utiles, ces personnes de gauche et laïcards qui se boursouflent quand une crèche est installée en place publique à la veille de Noël. Ils s'approprient les édifices chrétiens et les déshabillent de leur religiosité, comme vient de le faire Castaner. En fait, les catholiques et les bobos de gauche aiment Notre-Dame, mais pour des raisons différentes. Les uns l'aiment pour ce qu'elle représente de symbole et de spiritualité, les autres pour son effet esthétique et sa capacité à générer du profit et du mythe. Car le mythe fait venir les touristes et les touristes consomment, ce qui est bon pour l'économie. Il faut donc voir dans les émotions des politiciens autre chose que de la compassion pour les catholiques et pour les amoureux de la pierre. Quand le patriarche catholique pape François et Jupiter s'entretiennent par téléphone au sujet de Notre-Dame, ils ne le font qu'en qualité de chef d'État et non pas en tant que croyants en une religion commune. En tout cas, cela pourrait valoir pour l'un mais pas pour l'autre. Car il faut être lucide. Quand Macron entend reconstruire la cathédrale dans les 5 ans et entend ajouter une petite touche de modernité, tu sais déjà qu'il y a anguille sous roche. La question sous-cutanée est de savoir si l'on veut reconstruire, restaurer ou restituer Notre-Dame. La restauration à l'identique peut prendre entre 10 et 15 ans. Macron souhaite une reconstruction terminée pour 2024, année où Paris recevra les Jeux Olympiques, un délai beaucoup trop court pour les professionnels. De plus, Édouard Philippe a lancé un concours international d'architecture pour la reconstruction de la flèche. On parle maintenant d'une flèche en carbone pour remplacer celle de Viollet-le-Duc qui datait du 19e et d'une couverture en titane. Comme c'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale, c'est lui qui fera l'appel d'offres et qui prendra l'entreprise la moins chère sur le marché. Les compagnons et les autres ouvriers professionnels proposeront des délais et des coûts incompatibles avec les vœux du président. Et ce qui décevra tous les Français, c'est que la cathédrale sera reconstruite, certes, mais sera moderne. Or, les Français ne souhaitent pas de version Ikea de la cathédrale, nous la voulons telle que nous l'avons toujours connue. Après tout, qui suis-je pour parler de ces choses-là? Quel poids ai-je sur les décisions des grands? Je ne suis qu'un simple citoyen, je suis une voix dans le désert.